Martin Eden, partie 7, chapitre 23. Que Ruth n'eût aucune foi en l'avenir de Martin comme écrivain ne la diminua en rien à ses yeux. Pendant ses vacances reposantes, il avait passé de longues heures à s'analyser et à s'étudier. Il découvrit qu'il aimait la beauté mieux que la gloire et que, s'il souhaitait la célébrité, c'était surtout pour Ruth. Il voulait être grand aux yeux du monde, afin que la femme qu'il aimait soit fière de lui et le trouve digne d'elle. Mais pour lui-même, il aimait passionnément la beauté et la joie de la célébrer lui suffisait. Et plus que la beauté, il aimait Ruth. Il trouvait que l'amour était la plus admirable chose du monde. C'était l'amour qui avait opéré en lui cette extraordinaire transformation qui, du matelot grossier, avait fait un étudiant et un artiste. L'amour était donc plus grand encore que la science et l'art. Il avait déjà découvert qu'intellectuellement il dépassait Ruth, comme il dépassait ses frères et son père. En dépit des avantages d'une éducation universitaire, de ses diplômes de licencié ès-lettres, elle restait très au-dessous de la puissance intellectuelle de Martin, à qui cette année d'études solitaires donnait une connaissance de la vie, de l'art, qu'elle n'acquerrait jamais. Il se rendait compte de tout cela, mais sans l'aimer moins et sans qu'elle l'aime moins. Y avait-il le moindre rapport entre leur amour et leurs différences d'opinion sur l'art, la morale, la Révolution française et le suffrage universel? Ce n'étaient que des raisonnements, et l'amour était au-delà de la raison. L'amour habite les hauts sommets, bien au-dessus des froides vallées de la raison, et celui qui cueille cette fleur rare ne peut plus descendre parmi les humains tant qu'elle n'est pas fanée. Grâce aux philosophes scientifiques qu'il affectionnait, la signification biologique de l'amour lui était connue. Mais procédant par ce même raisonnement scientifique, il arriva à cette conclusion que l'organisme n'obtient son plus haut développement qu'au moyen de l'amour et que l'amour ne doit pas être discuté, mais accepté comme la suprême récompense de la vie. Il considérait donc que l'amour ennoblissait toute créature et il aimait penser à l'amant éternel, s'élevant au-dessus de toutes les choses terrestres, au-dessus des richesses et du jugement des hommes, de l'opinion publique et de la gloire, au-dessus même de la vie et mourant d'un baiser. Tout en réfléchissant à ces choses, Martin travaillait sans relâche, excepté quand il allait voir Ruth, et vivait en spartiate. Il payait $2,50 par mois la petite chambre qu'il occupait chez une Portugaise veuve, Maria Silva, dure à l'ouvrage et dure de caractère, qui élevait, comme elle pouvait, sa nombreuse progéniture et noyait parfois ses soucis et sa fatigue dans l'aigre vinasse à 1500 le litre, acheté chez l'épicier du coin. Martin commença par la détester, elle et sa terrible langue, puis il l'admira pour sa vaillance. Il n'y avait que 4 pièces en tout dans la petite maison. L'une d'elles, le salon décoré d'un guet-apens à fleurs et du portrait d'un enfant qu'elle avait perdu, était strictement réservée aux visites. Les volets en étaient toujours fermés, et l'entrée en était sévèrement interdite à la marmaille nu-pieds, sauf aux grandes occasions. On mangeait dans la cuisine, où elle lavait, empesait et repassait tous les jours, sauf le dimanche, pour ses voisins, ce qui constituait le plus clair de ses revenus. Restait l'unique chambre à coucher, aussi petite que celle de Martin, dans laquelle grouillaient et dormaient les 7 gosses et leur mère. Martin se demandait toujours par quel miracle il pouvait y arriver, quand le soir, à travers la mince cloison, tous les détails du coucher lui parvenaient, les piaillements et les vagissements, les babilles et les pépillements pareils à ceux des oiseaux qui s'endorment. Une des sources de revenus de Maria était ses 2 vaches, qu'elle trayait matin et soir, et qui se nourrissaient tant bien que mal de l'herbe des terrains vagues gardés par l'un de ces gosses loqueteux. Leur tâche principale consistait à déjouer la vigilance tracassière des inspecteurs chargés des enclos. Dans sa petite chambre, Martin étudiait, écrivait et faisait son ménage. Devant l'unique fenêtre, face au porche minuscule, était la table de cuisine qui servait tour à tour
de bureau, de bibliothèque et de support pour la machine à écrire. Le lit, appuyé au mur du fond, occupait les 2/3 de la pièce. La table était flanquée d'un côté par un bureau fastueux ne servant que pour la décoration, car son mince plaquage s'écaillait un peu plus tous les jours. Dans le coin opposé était installée la cuisine, le fourneau à pétrole, une boîte à biscuits désaffectée renfermant des assiettes et divers ustensiles, une planche fixée au mur pour les provisions et, par terre, un seau d'eau. Martin devait aller chercher son eau au robinet, dehors. Au-dessus du lit, accroché par une poulie, pendait la bicyclette, qu'il avait d'abord essayé de laisser dans les sous-sols, mais, comme la tribu des Silva s'amusait à démonter le guidon et à crever les pneus, il y avait renoncé. Il avait tenté ensuite de l'abriter sous le porche, mais un violent orage l'ayant inondé pendant toute une nuit, il la suspendit finalement dans sa chambre. Une armoire minuscule contenait ses vêtements et les livres qui s'accumulaient tellement qu'il ne trouvait plus de place, sur la table ni dessous. Il avait pris l'habitude de prendre des notes en lisant, et si copieusement que sa chambre aurait été inhabitable, sans quelques ficelles tendues en travers, sur lesquelles il accrochait ses notes, comme du linge à sécher. Et il était tellement encombré quand même, qu'évoluer à travers la chambre était une entreprise difficile, et qu'il ne pouvait ouvrir la porte d'entrée sans fermer d'abord celle de l'armoire, et vice-versa. Quant à traverser la chambre en ligne droite, il n'y fallait pas penser. Le trajet ne pouvait se faire qu'en zigzag, et 2 jours seulement. Après avoir élucidé la question des portes, il fallait virer à angle droit pour éviter la cuisine, puis à gauche pour ne pas se cogner au pied du lit. Mais délicatement, sans quoi on risquait de buter contre le coin de la table. Entre le lit et la table, vous suiviez ensuite un étroit canal, qui devenait impraticable quand la chaise occupait sa place normale devant la table. Aussi, quand elle ne servait pas, était-elle posée sur le lit. Il lui arrivait souvent de surveiller la cuisine en lisant, ou même d'écrire un paragraphe ou 2 pendant que grillait le beefsteak. D'ailleurs, le coin réservé à la cuisine était si petit qu'il pouvait de sa chaise atteindre tout ce qu'il voulait. Debout, au contraire, il tenait trop de place pour ne pas s'encombrer lui-même. Doté d'un estomac d'autruche, il savait quels étaient les aliments à la fois nutritifs et bon marché. La soupe de pois cassés, les pommes de terre et les haricots bruns cuits à la mexicaine entraient pour une grande part dans son régime. Le riz, préparé comme les ménagères américaines ne sauront jamais le réussir, paraissait sur la table de Martin au moins 1 fois par jour. Les fruits séchés étant moins chers que les frais, il en avait toujours un pot cuit à l'avance, car il lui tenait lieu de beurre sur son pain. Quelquefois, il se payait le luxe d'un pot-au-feu. 2 fois par semaine, il prenait du café noir, et le soir du thé, l'un et l'autre délicieux d'ailleurs. Il lui fallait absolument économiser. Ses vacances avaient mangé à peu près tout son gain de la blanchisserie, et des semaines s'écouleraient encore avant qu'il puisse espérer le résultat de son travail actuel. À part ses visites à Ruth ou à sa sœur, Gertrude, il vivait en reclus. Sa tâche quotidienne représentait au moins 3 journées du travail d'un homme ordinaire. Il dormait à peine 5 heures, et il fallait avoir une constitution de fer pour supporter, comme il le faisait, 19 heures de travail consécutif. Jamais une seconde n'était perdue. À sa glace étaient affichées des listes de définitions, de prononciations. En se rasant, en s'habillant, en se coiffant, il repassait ces listes. D'autres listes étaient épinglées au mur au-dessus du fourneau, et il les compulsait en cuisinant ou en lavant la vaisselle. Dès qu'il les savait par cœur, il les remplaçait par d'autres. Chaque mot nouveau ou incompris rencontré dans ses lectures était immédiatement inscrit. Il emportait même de ces listes dans ses poches et les étudiait dans la rue ou en attendant son tour chez le boucher ou l'épicier. Il alla plus loin. En lisant les œuvres d'hommes arrivés, il nota les résultats auxquels ils étaient parvenus, les trucs qu'ils avaient employés, et tout cela devenait matière à étude. Il ne plagiait pas, mais cherchait des principes. Il dressa des listes de procédés habiles, puis en inventa lui-même, en s'ingéniant à leur trouver des applications originales.
Il collectionna de la même façon des phrases parlées, des phrases mordantes comme de l'acide, ou brûlantes comme une flamme, d'autres suaves, lumineuses et fraîches comme des sources d'eau vives dans le désert aride du langage conventionnel. Partout il recherchait le principe et le procédé. L'apparence seule de la beauté ne le satisfaisait plus. Il la disséquait dans son laboratoire où les odeurs de cuisine alternaient avec les bruits de ménagerie de la tribu des Silva, et connaissant l'anatomie de la beauté, il se sentait plus près de pouvoir en créer. Il était incapable de travailler sans comprendre, en aveugle qui se fierait simplement à sa chance et à sa bonne étoile. Selon lui, rien ne devait se faire par hasard. Il voulait le pourquoi et le comment. Son talent était résolument créateur et, avant de commencer une histoire ou un poème, l'œuvre vivait déjà tout entière dans son cerveau, avec sa conclusion et le moyen d'arriver à cette conclusion de la façon la plus intéressante. D'autre part, il s'émerveillait d'une trouvaille spontanée qui se révélait à l'épreuve de la plus sévère analyse. Et, bien qu'il disséquât la beauté pour en découvrir les principes ésotériques, il restait toujours convaincu que l'essence même de cette beauté est impénétrable. Il savait parfaitement, d'après son Spencer, que nul ne peut atteindre l'absolue connaissance et que le mystère inhérent à la beauté ne le cède en rien à celui de la vie même. Bien plus, que les fibres de la beauté et de la vie sont intimement mêlées et que lui-même n'était qu'une parcelle de cette insondable tissée de lumière, de poussière d'étoiles et d'éther. Plein de ces pensées, il écrivit l'essai intitulé « Poussière d'étoiles », dans lequel il prenait à partie non pas les principes de la critique, mais les critiques les plus célèbres. C'était profond, brillant, philosophique et délicieusement spirituel. Aussi, toutes les revues le refusèrent-elles avec un ensemble remarquable. Mais, s'en étant débarrassé l'esprit, il continua son chemin avec sérénité. C'était devenu une habitude. Une fois son sujet mûri, il le réalisait immédiatement à la machine à écrire. Qu'il fût ou non publié ensuite, n'avait qu'une importance relative. Ce qui importait, c'était de débarrasser son cerveau d'un fardeau qui l'encombrait, afin de pouvoir élucider d'autres problèmes et mûrir d'autres pensées. Il ressemblait un peu à ces gens qui, tourmentés par une souffrance, véritable ou fictive, rompent périodiquement un silence méritoire pour plaisanter sur l'objet de leur martyre, avec d'autant plus de violence qu'ils se sont contenus davantage. Chapitre 24. Les semaines passaient. Martin n'avait plus le sou et l'échec des éditeurs se faisait attendre. Ses anciens manuscrits étaient revenus, puis repartis, et son journalisme ne réussissait pas davantage. Ses menus devinrent d'une simplicité de plus en plus rudimentaire. Pendant 5 jours, il vécut d'un demi-sac de riz et de quelques kilos de haricots secs. Puis, il tâcha de vivre sur son crédit. L'épicier portugais, jusqu'alors payé comptant, refusa toute avance. Lorsque la note de Martin eut atteint la somme énorme de $3,85. « Comprenez, dit-il, je vois bien que vous ne trouvez pas de travail et je perdrai mon argent. » Et Martin n'eut rien à répliquer. À quoi bon se lancer dans des explications? La plus élémentaire conception commerciale s'opposait à ce qu'on fasse crédit à un garçon vigoureux, visiblement trop paresseux pour travailler. « Si vous trouvez du travail, je vous fournirai de la marchandise, » assura l'épicier. « Pas de travail, pas de marchandise. Ça, ce sont les affaires. » Puis, pour bien lui prouver qu'il ne lui en voulait pas, il proposa « Allons boire un verre au comptoir, on est tout de même des amis. » Martin but, pour montrer qu'il ne lui en voulait pas non plus, puis rentra se coucher sans dîner. Le magasin où Martin achetait ses légumes était tenu par un Américain dont les principes commerciaux furent assez faibles pour laisser monter la note à $5. Puis, il arrêta les frais. Le boulanger alla jusqu'à $2, le boucher jusqu'à 4. Martin, en faisant le compte de ses dettes, dit qu'il en avait pour $14, sans parler de ce qu'il devait pour la machine à écrire. Puis il se dit
qu'on lui ferait bien 2 mois de crédit. Mais au bout de ces 2 mois-là, son dernier achat chez le fruitier avait été d'un sac de pommes de terre, et pendant 8 jours, il mangea des pommes de terre, rien que des pommes de terre, 3 fois par jour. Un dîner chez Ruth de temps en temps l'aidait à ne pas s'affaiblir, mais il souffrait de devoir se modérer par bienséance, quand son appétit faisait rage à la vue de tant de bons plats étalés devant lui. Quelquefois, il entrait chez sa sœur au moment des repas et mangeait à sa faim, ce qu'il n'osait jamais faire chez les Morse. Et il travaillait toujours. Et tous les jours, le facteur lui rapportait des manuscrits refusés. Quand il n'eut plus de quoi les affranchir, ils s'accumulèrent sous la table. Puis vint un jour où il n'eut pas de quoi manger, puis un second jour. Il ne pouvait compter sur un dîner chez Ruth, car elle était partie à San Raphaël pour 15 jours, et une fausse honte l'empêchait d'aller chez sa sœur. Pour comble de malchance, le facteur l'après-midi lui rapporta 5 manuscrits refusés. Alors Martin alla porter son pardessus au mont-de-piété d'Auckland et revint avec 5 $ en poche. Il donna $1 d'acompte à chacun de ses 4 fournisseurs, se paya un beefsteak et des oignons frits, but du café et fit cuire un grand pot de prunes. Puis, rassasié, il s'assit à sa table et termina un essai qu'il intitula « De l'usure, institution philanthropique ». L'ayant dactylographié, il le jeta sous la table, car il ne lui restait rien des 5 $ pour acheter des timbres. Quelque temps plus tard, il mit sa montre et sa bicyclette au clou et, ne retenant sur les sommes ainsi réalisées qu'un minimum pour acheter des provisions, il affranchit tous ses manuscrits et les expédia de nouveau. Son journalisme le décevait. Personne ne se souciait de lui prendre ses articles. Cependant, en les comparant avec ceux qu'il voyait dans les journaux, les publications hebdomadaires et les revues populaires, il les trouvait décidément mieux, beaucoup mieux que la moyenne. Et pourtant, ça ne se vendait pas. Dans un des grands périodiques pour la jeunesse, il remarqua des colonnes entières de nouvelles et d'anecdotes. Il tenta aussi cette chance, en vain. Plus tard, lorsqu'il n'en eut plus besoin, il apprit que les rédacteurs avaient coutume d'augmenter leur salaire en fournissant eux-mêmes ce genre de prose. Les journaux humoristiques leur envoyèrent ses histoires drôles et ses poèmes burlesques. Les vers, pour dire en société, ne trouvèrent pas davantage grâce dans les magazines. Restaient encore les nouvelles pour quotidien. Il savait que les siennes étaient meilleures que celles qu'on publiait. Ayant obtenu les adresses de 2 syndicats de journaux, il les inonda de nouvelles. Quand il en eut écrit une 20aine sans succès, il y renonça. Et cependant, chaque jour il lisait, dans les quotidiens et les hebdomadaires, des masses de nouvelles, dont pas une ne valait les siennes. Découragé, il en arriva à la conclusion qu'il n'avait aucun jugement, qu'il s'hypnotisait sur ce qu'il écrivait, bref, qu'il n'était qu'un illuminé plein de prétentions. L'inhumaine machine éditoriale suivait sa marche habituelle. Il joignait des timbres à ses manuscrits, les glissait dans la boîte. Environ 3 semaines après, le facteur montait l'escalier et les lui rapportait. Sûrement, rien d'humain n'était au bout de tout cela. Ce n'était que rouage perfectionné, engrenage bien combiné, distributeur automatique et burette à huile. Dans son désespoir, il en vint à douter de l'existence même des éditeurs. Jamais un seul ne lui avait donné signe de vie, et l'hypothèse était parfaitement plausible d'une grande manufacture anonyme actionnée par des mécaniciens, des typographes et des camelots. Les heures qu'il passait avec Ruth étaient les seules heureuses. Mais toutes n'étaient pas heureuses. Une inquiétude morbide le tenaillait continuellement, bien plus énervante maintenant qu'elle l'aimait, car la possession réelle lui apparaissait plus éloignée que jamais. Il avait demandé 2 ans, le temps passait et il n'aboutissait à rien. De plus, il se rendait parfaitement compte du fait qu'elle n'approuvait nullement son genre de vie. Ce n'était pas du ressentiment, car elle avait une nature trop douce, mais elle était déçue de voir que cet homme qu'elle avait décidé de modeler à sa guise refusait de se laisser faire.
Jusqu'à un certain point, il s'était prêté à ce remaniement, puis soudain, buté, il avait refusé d'être formé à l'image de M. Butler ou de M. Morse. Ce qui était grand, puissamment, original en lui, elle ne le voyait pas, ou, pire, elle ne le comprenait pas. Cet homme d'une matière intellectuelle si souple, qu'il était capable, lui si grand, de vivre dans n'importe quel trou de souris, elle le jugeait borné parce qu'elle ne pouvait le forcer à vivre dans son trou de souris à elle, le seul qu'elle connût. Elle était incapable de suivre les envolées de son esprit, et, quand son cerveau dépassait le sien, il lui semblait fou, tout simplement. Jamais elle n'avait été surpassée par personne. Son père, sa mère, ses frères et Aulnay étaient à son niveau. Donc, puisqu'elle ne pouvait suivre Martin, le fautif, c'était lui. Toujours l'éternelle comédie de l'insulaire voulant faire la loi à l'univers entier. « Vous n'aimez que les valeurs bien établies, lui dit-il un jour, au milieu d'une discussion sur Pabst et Vanderwater. Je vous l'accorde, ce sont les deux critiques les plus avancés des États-Unis. Tous les maîtres d'école du pays regardent Vanderwater comme le souverain maître de la critique. J'ai lu sa prose, et elle me semble le sommet de la stupidité satisfaite. Ce n'est qu'un pompeux soporifique, comme dit Gelett Burgess. Et Pabst ne vaut pas mieux. Son Hemlock Mosses, en revanche, est admirablement écrit. Pas une virgule n'y manque. Et le diapason en est si élevé, si superlativement sublime. C'est le critique le mieux payé des États-Unis. Seulement, grand Dieu, ce n'est pas un critique du tout. En Angleterre, ils font mieux. Mais voilà, ils connaissent leur public et le flattent magnifiquement, avec une parfaite sérénité et une moralité à toute épreuve. Leur revue me rappelle un dimanche à Londres. Ils sont les porte-voix du populaire. Ils soutiennent vos professeurs d'anglais et vos professeurs d'anglais les soutiennent. Il n'y a pas une idée originale dans leurs ouvrages et ils ne connaissent que la chose conventionnelle et bien établie. En fait, c'est eux la chose établie. Leur pauvre cerveau est aussi fortement frappé par les idées conventionnelles que l'est le mouton par la marque du troupeau. Et leur fonction consiste à mettre le grappin sur tous les jeunes universitaires, à en chasser soigneusement tout ce qu'ils peuvent avoir d'original dans le cerveau et à les marquer du sceau des valeurs établies. « Je crois être plus près de la vérité, » répondit Ruth, « en m'en tenant aux valeurs établies, que vous, avec votre rage iconoclaste pareille à celle des sauvages des îles de l'archipel. »« Ce sont les missionnaires qui ont brisé les images, » répliqua-t-il en riant. « Malheureusement, tous les missionnaires sont partis chez les païens, de sorte qu'il n'en reste plus chez nous pour briser ces vieilles idoles, M. Vanderwater et M. Pabst. »« Vous oubliez les professeurs des universités ?» ajouta-t-elle. Il secoua la tête avec emphase. « Non, il faut laisser vivre les professeurs de sciences. Ils sont vraiment grands. Mais ce serait vraiment une bonne œuvre d'exterminer 99% des professeurs de littérature anglaise à cervelle de perroquet. » Jugement sévère, mais qui, pour Ruth, était véritablement blasphématoire. Elle ne pouvait s'empêcher de comparer les professeurs, délicats, doctes, bien habillés, parlant d'une voix modulée, respirant la culture la plus raffinée, avec cet indescriptible jeune homme qu'elle aimait pourtant, toujours un peu débraillé, dont les gros muscles révélaient le passé vulgaire et qui s'excitait en parlant, exagérait tout et s'emballait à la moindre contradiction. Et puis eux, au moins, gagnaient largement leur vie, tandis que lui n'était pas capable de gagner un penny. Elle ne jugeait pas les arguments de Martin, d'après ses paroles. Elle estimait simplement inconsciemment, il est vrai, que ses arguments étaient faux. Les professeurs avaient raison, parce qu'ils avaient réussi. Martin avait tort parce qu'il échouait. Pour parler comme lui, ils étaient quelque chose et lui n'était rien. D'ailleurs, il était inconcevable qu'il ait raison, lui, qu'elle voyait encore, il n'y avait pas si longtemps, dans ce même salon, gauche et rougissant, jetant autour de lui des regards effrayés, affolé à l'idée que ses épaules roulantes allaient renverser un bibelot, demandant depuis combien d'années Swinburne était mort et annonçant triomphalement qu'il avait lu Excelsior et le psaume de la vie.
Inconsciemment, Ruth fournissait la preuve qu'elle n'estimait que les valeurs établies. Martin suivait l'évolution de ses pensées, mais se défendait d'aller plus loin. Il ne l'aimait pas pour l'opinion qu'elle avait de Pabst, de Vanderwater et des professeurs de littérature anglaise, et il se convainquit de plus en plus qu'il possédait des capacités cérébrales, une envolée philosophique qu'elle ne pourrait jamais comprendre, ni même entrevoir. Sur le chapitre musique, elle le jugeait insensé et, en matière d'opéra, complètement perverti. « Eh bien, vous avez aimé ?» lui demanda-t-elle un soir en rentrant de l'opéra où il l'avait amenée, au prix d'un mois d'économie sordide sur sa nourriture. Émue et troublée par la musique, elle avait vainement attendu qu'il parle. « J'ai aimé l'ouverture, dit-il. Elle est admirable. »« Oui, mais l'opéra en lui-même. »« Admirable aussi. Enfin, la musique. Ça aurait été parfait si ces épileptiques étaient restés tranquilles ou avaient quitté la scène. » Ruth fut abasourdie. « Vous ne parlez pas de la Tétralanie ou de Barillot ?» interrogea-t-elle. « De tous, de toute cette bande de fous. »« Mais ce sont de grands artistes, » fit-elle en protestant. « Ça ne les a pas empêchés de saboter la musique, avec leurs jeux faux et conventionnels. »« Mais vous n'aimez pas la voix de Barillot ? C'est le meilleur après Caruso, paraît-il. »« Bien sûr, je l'aime, bien que je préfère encore la Tétralanie. Sa voix est exquise, à mon avis, du moins. »« Mais, balbutia Ruth, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Vous admirez leur voix, et cependant vous dites qu'ils sabotent la musique. »« Précisément. Je donnerais cher pour les entendre au concert, et donnerais encore davantage pour ne pas les entendre quand l'orchestre joue. Voyez-vous, j'ai peur de n'être qu'un affreux réaliste. Les grands chanteurs ne sont pas de grands acteurs. Entendre Barillot chanter une phrase d'amour d'une voix céleste, entendre la Tétralanie lui donner la réplique d'une voix également céleste, et les entendre accompagnés par une musique colorée, rutilante, est un régal absolument merveilleux. Je fais mieux que l'admettre, je l'affirme. Mais tout l'effet en est gâté quand je les regarde, quand je vois la Tétralanie, 100 kilos et 1,85 m, et Barillot, avec sa figure huileuse, son torse trapu et ses jambes trop courtes. Quand je les vois tous les deux prendre des poses plastiques, se frapper la poitrine, agiter leurs bras comme des fous échappés d'un asile d'aliénés. Et quand on me demande de m'imaginer que j'assiste à une scène d'amour entre une jeune et belle princesse et un prince charmant, eh bien non, je ne peux pas accepter ça, voilà tout. C'est stupide, absurde et faux. C'est surtout faux. Ne me dites pas que quelqu'un a jamais chanté son amour de cette manière. Comment ? Mais si je vous faisais la cour ainsi, vous m'enverriez des gifles. Mais vous faites erreur, protesta Ruth. Chaque forme d'art a ses limites. Elle faisait son possible pour se rappeler une conférence sur la convention dans les arts qu'elle avait entendue à l'université. En peinture, vous n'avez que 2 dimensions sur la toile. Pourtant, vous acceptez l'illusion des 3 dimensions que l'art du peintre lui permet de représenter. Pour la littérature, c'est la même chose. Vous trouvez parfaitement légitime que l'auteur vous décrive les pensées intimes de son héroïne, et vous savez que l'héroïne était seule et que ni l'auteur ni personne ne pouvait savoir ce qu'elle pensait. C'est la même chose pour le théâtre, la sculpture, l'opéra, pour toutes les manifestations d'art. Certaines choses inévitables doivent être acceptées. « Oui, je comprends, » dit Martin. « Chaque art a ses conventions. » Ruth fut surprise de l'entendre employer ce mot. On aurait dit qu'il avait étudié à l'université, au lieu d'avoir glané quelques notions au hasard à travers les livres de la bibliothèque. Mais les conventions mêmes doivent approcher de la réalité. Nous admettons que des arbres peints grossièrement sur du carton et dressés de chaque côté de la scène représentent une forêt. Bien. Mais d'autre part, nous n'admettrions pas que cette même forêt soit représentée par un paysage marin. Ce serait une absurdité. Nous ne pouvons l'admettre. Et vous-même ne pouvez pas, ou plutôt ne devriez pas, accepter que les frénésies ridicules, les contorsions et les grimaces pénibles des 2 fous de ce soir soient censées représenter une scène d'amour. Alors,
Vous ne vous croyez pas supérieur à tous les critiques musicaux? Non, non, pas pour l'instant. Juste de mon droit individuel, simplement. Je viens de vous dire ce que je pense, afin que vous compreniez pourquoi les gambades éléphantines de Madame Tétralani sabotent pour moi le plaisir de la musique. Les grands juges musicaux peuvent avoir raison, tous tant qu'ils sont. Mais moi, je suis moi, et je ne subordonnerai pas mon goût au jugement unanime du public. Si je n'aime pas une chose, je ne l'aime pas, voilà tout. Et rien au monde ne me fera l'aimer, parce que la grande majorité de mes contemporains l'aiment, ou fait semblant de l'aimer. Mes goûts et mes aversions ne suivent pas la mode. Mais vous savez, la musique est une éducation, discuta Ruth. L'opéra, surtout. Ne croyez-vous pas que... Que je ne suis pas éduqué pour l'opéra? Fit-il vivement. Elle fit un signe affirmatif. Justement, dit-il, et je me considère comme très heureux de n'avoir pas été pris quand j'étais petit. Si je l'avais été, ce soir, j'aurais versé de douces larmes, et les clowneries surannées de ce couple délirant n'auraient, à mes yeux, que mieux fait valoir la beauté de leur voix et celle de la musique. Vous avez raison. Oui, ce n'est qu'une affaire d'éducation. Mais à présent, je suis trop vieux. Il me faut de la vérité, ou rien du tout. Une illusion qui n'est qu'une parodie est un mensonge, tout simplement. Et c'est l'effet que me produit le grand opéra, quand le petit Barillot, subitement enragé, s'évertue à écraser contre sa poitrine la volumineuse Tétralani, également enragée, et lui hurle à l'oreille combien il l'adore. Une fois de plus, Ruth le condamna au nom des préjugés et de sa foi dans les valeurs établies. Pourquoi aurait-il eu raison contre les gens cultivés? Ses discours et ses pensées ne lui produisaient aucune impression. Elle avait trop le respect des opinions officiellement accréditées pour avoir la moindre sympathie pour les idées révolutionnaires. De tout temps, la musique et l'opéra lui avaient plu comme il plaisait à son entourage. De quel droit Martin Eden, à peine sorti des ragtime et des chansons populaires, s'érigeait-il en juge de la musique de son monde à elle? Tout en marchant à côté de lui, elle s'énervait et se sentait vaguement blessée dans son orgueil. Même en faisant appel à toute son indulgence, elle considérait sa profession de foi comme un caprice d'assez mauvais goût, une gaminerie un peu déplacée. Mais quand, devant sa porte, il la prit avec tendresse dans ses bras et l'embrassa amoureusement, elle oublia tout. Et, plus tard, dans son lit, sans pouvoir trouver le sommeil, elle se demanda avec étonnement, ainsi qu'elle se l'était souvent demandé depuis quelque temps, comment elle avait pu aimer un homme aussi étrange et comment elle l'aimait malgré l'opposition de ses parents. Le lendemain, Martin Eden, laissant de côté le journalisme, se mit, encore tout bouillant de sa discussion de la veille, à un essai qu'il intitula « La philosophie de l'illusion » et le termina d'une traite. Il le timbra et l'expédia aussitôt. Mais il devait le timbrer bien des fois encore et le réexpédier bien souvent pendant les mois qui suivirent. Chapitre 25. Maria Silva était pauvre et rien de ce qui touche à la pauvreté ne lui était étranger. Pour Ruth, être pauvre signifiait simplement un genre d'existence dépourvue d'agrément. C'était tout ce qu'elle connaissait de ce sujet. Elle savait que Martin était pauvre et comparait volontiers sa situation avec celle d'Abraham Lincoln, jeune, de M. Butler ou de quelques autres, arrivés depuis à la réussite. D'ailleurs, tout en pensant que la pauvreté n'avait rien de réjouissant, elle avait la conviction, bien bourgeoise, qu'elle est salutaire et constitue un coup de fouet excellent pour faire arriver tout homme qui n'est pas irrémédiablement esclave. D'apprendre que Martin était si pauvre qu'il avait engagé sa montre et son pardessus ne la troubla donc pas. Elle considérait même ce fait comme assez satisfaisant, car elle pensait que tôt ou tard, il en aurait assez de cette situation et se déciderait à abandonner la littérature. Jamais elle n'avait deviné la faim sur le visage de Martin, dont les joues se creusaient davantage tous les jours. Elle remarquait au contraire le changement avec satisfaction. Il lui semblait plus affiné, il perdait un peu de cette animalité vigoureuse qui l'attirait et qu'elle détestait. Quelquefois,
quand ses yeux brillaient d'un éclat plus fiévreux, elle s'en réjouissait. Elle le trouvait plus semblable à un savant ou à un poète, ce qu'au fond elle aurait aimé qu'il fût. Mais Maria Silva vit autre chose dans les joues creuses et les yeux fiévreux de son locataire et notait les changements de jour en jour, selon les alternatives de sa bourse. Elle le voyait partir avec son pardessus, puis revenir sans lui, bien que le temps soit aigre et mordant. Ce jour-là, ses joues s'étaient remplies un peu, et la fièvre de ses yeux s'était atténuée. Elle vit de même disparaître la bicyclette et la montre, et, à chaque disparition, sa mine s'améliorait momentanément. Elle mesura également l'intensité de son labeur à la quantité de pétrole qu'il brûlait la nuit, et comprit qu'il la dépassait encore comme travail, bien que celui-ci soit différent du sien. Ce qui la surprit, ce fut de constater que moins il mangeait, plus il travaillait. Parfois, quand elle jugeait que le besoin s'en faisait par trop sentir, elle lui envoyait une galette cuite par elle, sous le prétexte qu'il ne savait sûrement pas la réussir aussi bien. Ou bien, elle lui dépêchait un de ses mioches avec un grand bol de soupe chaude, tout en se demandant si elle avait le droit d'en priver sa nichée. Et Martin lui en était reconnaissant, car il connaissait l'existence des pauvres et savait que, s'il existe de la charité sur terre, c'en était, et de la vraie. Un jour que Maria avait lesté sa nichée de ce qui restait à la maison et dépensé ses derniers 15 cents à l'achat d'un litre de piquette, Martin, entré à la cuisine pour chercher de l'eau, fut invité à s'asseoir et à boire un verre avec elle. Il but à sa santé et elle but à la sienne. Puis elle but à la réussite de ses affaires et il but à l'espoir que James Grant lui payerait sa note de blanchissage. James Grant était un charpentier à la journée qui ne payait pas volontiers et devait $3 à Maria. Maria et Martin burent leur litre. L'estomac vide et l'âpre vin nouveau eut au fait de leur monter à la tête. Aussi différents qu'ils fussent, leur détresse était pareille, et bien que tacitement ignorée, la misère les rapprochait. Maria fut abasourdie d'apprendre qu'il avait été aux Açores, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle le fut encore davantage en apprenant qu'il connaissait bien les îles Hawaï, où elle avait émigré ensuite avec sa famille. Mais son étonnement devint de la stupeur quand il lui dit qu'il avait été à Maui, l'île où elle s'était mariée. À Kahu-Lui, où elle avait connu son mari, il avait été 2 fois. Oui, elle se souvenait des navires chargés de sucre, et lui, Martin, était à leur bord. Vraiment, le monde est petit. Et Wailuku, là aussi. Connaissait-il le contremaître de la plantation? Oui, il avait même bu quelques verres avec lui. Ainsi, tous deux évoquaient le passé, en trompant leur faim avec le petit vin aigre. L'avenir parut à Martin moins noir. Le succès tremblotait au bout, comme une étoile. Bientôt, il le saisirait. Puis, il observa le visage cruellement ridé de la femme usée, vieillie par le travail, se souvint des soupes et des miches de pain, et une chaude vague de reconnaissance et de philanthropie l'envahit brusquement. « Maria !» s'écria-t-il à brûle-pourpoint. « Que voudriez-vous avoir ?» Elle le regarda, intriguée. « Que voudriez-vous avoir, tout de suite, sur l'heure, si vous pouviez ?»« Des souliers pour les gosses, 7 paires de souliers. »« Vous les aurez, assura-t-il, tandis qu'elle hochait gravement la tête. « Mais je voulais dire, que souhaitez-vous de beau, de tout à fait beau ?» Les yeux de Maria brillèrent gaiement. Il voulait plaisanter avec elle. Les gens ne plaisantaient pas souvent avec elle. « Réfléchissez bien, » recommanda-t-il, comme elle ouvrait la bouche pour parler. « Oui, oui, dit-elle, et j'ai bien réfléchi. Je voudrais avoir cette maison à moi, bien à moi, toute, ne plus payer de loyer, $7 par mois. »« Vous l'aurez, promit-il, et bientôt. Maintenant, faites encore un vœu, tout à fait beau. Imaginez que je suis le bon Dieu et que je vous dise « Tout ce que vous désirerez sera accordé. Allez-y, j'écoute. » Maria réfléchit solennellement un instant. « Vous n'avez pas peur ?» le prévint-elle. « Non, non, dit-il en riant,
Je n'ai pas peur. Allez-y. C'est un gros morceau. D'accord, lâchez tout. Eh bien voilà. Elle prit une grande respiration, comme les enfants qui se risquent à demander un cadeau impossible. J'aimerais avoir une ferme, une grande ferme, beaucoup de vaches, un grand terrain, beaucoup d'herbage, pas loin de San Leandro. Ma sœur habite là. Je vendrais le lait à Auckland. Ça me rapporterait beaucoup d'argent. Joe et Nick ne garderaient pas les vaches, ils iraient à l'école. Un jour, ils pourraient devenir ingénieurs, construire des chemins de fer. Oui, j'aimerais avoir une grande ferme. Elle s'arrêta et regarda Martin avec des yeux brillants. « Vous l'aurez, » dit-il aussitôt. Elle hocha la tête et but poliment à la santé du donateur de ce cadeau qu'elle n'aurait jamais. Mais elle appréciait son bon cœur et l'intention généreuse. « Non, Maria, » poursuivit Martin. « Joe et Nick n'auront pas besoin de s'occuper du lait et tous vos gosses iront à l'école et porteront des souliers toute l'année. Ce sera une belle ferme avec tout ce qu'il faut. Il y aura une maison d'habitation, une écurie pour les chevaux et naturellement une étable. Il y aura des volailles, des cochons, des légumes, des arbres fruitiers et bien d'autres choses. Et les vaches seront assez nombreuses pour que vous puissiez vous payer 1 ou 2 garçons de ferme. Vous n'aurez donc rien à faire qu'à vous occuper des enfants. Si vous trouvez un bon mari, il faudra le prendre et vous payer du bon temps, et lui s'occupera de la ferme. » Puis, ayant distribué ses largesses en acompte sur l'avenir, Martin s'en fut prendre son meilleur complet et alla l'engager, sacrifice suprême qui le désespérait, car il le séparait de route. Son autre complet n'était pas présentable, et s'il pouvait le mettre pour aller chez le boucher, le boulanger ou chez sa sœur, il lui était absolument impossible de se présenter chez les Morse dans une tenue aussi misérable. Il trimait toujours, dénué de tout et presque sans espoir. Sa deuxième bataille était perdue sans doute, et il allait être obligé de chercher un travail quelconque. En s'y résignant, il contenterait tout le monde, l'épicier, sa sœur, Ruth et même Maria, à qui il devait 1 mois de pension. Pour sa machine à écrire, il devait 2 mois, et l'agence le harcelait pour qu'il paye ou rende la machine. Désespéré, mais pourtant plus que jamais décidé à ne pas se rendre, et, en quelque sorte, pour conclure un armistice avec le destin, il s'inscrivit aux examens du personnel des chemins de fer. À sa grande surprise, il fut reçu premier. Ce gagne-pain était donc assuré, sans qu'il eût pourtant aucune idée de l'époque où on réclamerait ses services. Ce fut à ce moment-là, le plus dur, que le mécanisme éditorial, pourtant si bien huilé d'habitude, subit un arrêt incompréhensible. Un pignon dut casser ou un graisseur tarir, car un matin, le facteur apporta une petite enveloppe mince, sur le coin de laquelle était imprimé le nom et l'adresse du Transcontinental Monthly. Son cœur fit un bond désordonné, et il se sentit subitement faible, avec une étrange sensation dans les genoux. Titubant, il rentra dans sa chambre, s'assit sur son lit, l'enveloppe encore cachetée à la main, et comprit tout à coup comment il arrive que des gens tombent morts à l'annonce d'une nouvelle extraordinaire. C'était bien une nouvelle extraordinaire. La petite enveloppe ne contenait pas de manuscrit. C'était donc une acceptation. Ce qu'il avait envoyé au Transcontinental, c'était l'appel des cloches, conte tragique de 5000 mots. Puisque les premières revues payaient toujours à la réception du manuscrit, l'enveloppe contenait évidemment un chèque. À 2 cents le mot, 20 $ le 1000, le chèque devait être de 100 $. 100 $! En déchirant l'enveloppe, il récapitula le montant de ses dettes. 3,85 $ à l'épicier, 4 au boucher, au fruitier 5 et 2 au boulanger. Total 14,85 $. Puis il y avait sa chambre, 2,50 $, plus 1 mois d'avance, 2,50 $, 2 mois pour sa machine à écrire, 4 $, et 1 mois d'avance, total 31,85 $.
Et pour en finir, ses reconnaissances plus l'intérêt. Montre 5,50 $. Par-dessus 5,50 $. Bicyclette 7,75 $. Complet 5,50 $ et 60% d'intérêt. En tout, ça faisait 56,10 $. Il lui restait donc en poche, une fois toutes ses dettes payées, 43,90 $, et en payant d'avance 1 mois pour la machine et 1 mois de pension. Il avait fini par retirer de l'enveloppe une feuille dactylographiée et l'avait dépliée. Il n'y avait pas de chèque. Il observa l'enveloppe, la regarda par transparence, et enfin, n'en croyant pas ses yeux, la défit entièrement avec des doigts tremblants. Il n'y avait pas de chèque. Il lut la lettre, ligne par ligne, passant vite sur les éloges de l'éditeur, pour arriver à la seule chose importante, la raison de l'absence de chèque. Il n'en trouva pas, mais il trouva autre chose qui le fit soudain défaillir. La lettre lui glissa des mains. Il tomba sur l'oreiller. Ses yeux vacillèrent, et il tira la couverture à lui, envahi subitement d'un grand frisson. 5 $ pour l'appel des cloches, pour 5000 mots, au lieu de 2 cents le mot, 10 mots pour 1 cent. Et l'éditeur le complimentait par-dessus le marché. Le chèque lui serait envoyé aussitôt l'histoire publiée. Alors, ces 2 cents le mot au minimum, payés d'avance, tout cela, c'était de la fumisterie. Jamais il n'aurait essayé d'écrire s'il avait su ce qu'il en était. Il aurait pris une situation, pour l'amour de route. Il se rappela le jour où il avait écrit pour la première fois et fut effrayé du temps énorme qu'il avait perdu. Tout cela pour 1 cent les 10 mots. Et ce qu'on racontait au sujet des grands revenus des auteurs arrivés devait être faux aussi. Le Transcontinental se vendait 25 cents et sa pompeuse et artistique couverture le proclamait un des premiers magazines. C'était une publication sérieuse, respectable, datant de bien avant sa naissance et qui n'avait jamais cessé de paraître depuis. Tous les mois, sur la couverture, paraissait une phrase d'un des grands pontifes de la littérature, proclamant la bienfaisante action du Transcontinental qui, en publiant ses premières élucubrations, lui avait permis de devenir illustre. Et c'était ce même Transcontinental, cette revue inspirée des dieux, qui payait 5 $ les 5000 mots. Ce grand pontife venait de mourir à l'étranger, dans la plus noire misère d'ailleurs. Chose fort naturelle, étant donné la façon généreuse dont on payait les auteurs. Eh bien, il avait mordu à l'hameçon. Les journaux mentaient au sujet des écrivains et de ce qu'on leur donnait, et il avait perdu 2 ans. Mais à présent, c'était bien fini. Il n'écrirait plus jamais une ligne. Il ferait ce que Ruth voulait, ce que tout le monde voulait. Il se ferait une situation. Cette résolution le fit penser à Joe qui cheminait par monts et par vaux, sans rien faire. Et Martin eut un grand soupir d'envie. La réaction de son régime de 19 heures de travail pendant si longtemps se faisait sentir. Seulement voilà, Joe n'était pas amoureux et, s'il mangeait le pain du cheminot, cela ne regardait que lui. Lui, Martin, avait un but, et il travaillerait en vue de ce but. Demain matin, de bonne heure, il s'en irait à la recherche d'une situation. Et il ferait savoir à Ruth également qu'il s'était amendé, et ne demandait pas mieux que d'entrer dans les bureaux de son père. 5 $ les 5000 mots, 10 mots pour 1 cent, la cote de l'art. La désillusion, le mensonge, l'infamie de tout cela l'obsédait. Sous ses paupières closes, brûlantes, dansaient en chiffres de feu les 3,85 $ qu'il devait à l'épicier. Il frissonna et s'aperçut que ses os lui faisaient mal. Ses reins aussi. Il avait mal au front, à la nuque, au cerveau. Sa tête lui semblait enfler démesurément et la douleur du front devenait intolérable. Et toujours, sous ses paupières, dansaient les inexorables 3,85 $. Il ouvrit les yeux pour leur échapper, mais la lumière blanche lui fit si mal qu'il dut les refermer. 5 $ pour 1000 mots,
10 mots pour un cent, ressassait son cerveau. Il ne pouvait pas plus échapper à cette pensée qu'il ne pouvait effacer ces $3,85. Puis le chiffre changea et il vit que $2 s'inscrivaient à la place. Ah oui, le boulanger. Puis apparurent $2,50 et il se demanda ce que c'était, comme si c'était une question de vie ou de mort. Il devait ces $2,50 à quelqu'un, mais à qui? Il chercha péniblement, fouillant tous les recoins de son cerveau, en vain. Tout d'un coup, le problème se résolut. À Maria Silva. Soulagé, il crut pouvoir se reposer. Mais non, sous ses paupières, les $2,50 avaient fait place à $8. Qu'était-ce encore? Il lui fallait faire le tour de son cerveau exténué et trouver. Il ne sut pas la durée de ses angoisses, mais après un temps qui lui sembla démesuré, un coup frappé à la porte le fit revenir à lui. Maria lui demandait s'il était malade. Il répondit d'une voix sourde qu'il ne reconnut pas, qu'il faisait un somme. L'obscurité de la chambre le surprit. Il faisait donc nuit? Il avait reçu la lettre à 2 heures de l'après-midi. Il se rendit compte qu'il était malade. Bientôt, les $8 se remirent à danser devant ses yeux fermés, et il fut repris par le torturant esclavage des chiffres. Mais, rusant rageusement avec lui-même, il se défendait de chercher à travers son cerveau. Pourquoi faire? Il n'avait été qu'un idiot. Il eut la sensation de manœuvrer un levier, et son cerveau se mit à tourner autour de lui. C'était une monstrueuse roue de la fortune, un manège de la mémoire, sphère vertigineuse de la sagesse. Ça tournait de plus en plus vite. Puis il fut happé par le tourbillon, et, rejeté, tournoya dans un gouffre noir. Tout naturellement, il se retrouva devant un cylindre, avec un monceau de manchettes amidonnées. Mais à mesure qu'il les cylindrait, des chiffres y apparaissaient. Une nouvelle façon de marquer le linge, se dit-il. Mais en regardant de plus près, il vit $3,85 inscrit sur une manchette. Il se souvint alors que c'était la note de l'épicier. Ce qu'il s'imaginait cylindré, c'étaient les notes de ses fournisseurs. Une idée lumineuse lui vint alors. Il allait jeter les notes par terre, ce qui lui éviterait de les payer. Mais à mesure que les manchettes, rageusement chiffonnées, jonchaient le sol sale, leur tas s'élevait de plus en plus, et bien que chaque note ait une centaine de duplicata, une seule frappait son regard, une de $2,50, celle de Maria. Brave Maria. Ça signifiait évidemment qu'elle attendait pour le paiement, et il décida généreusement qu'elle serait la seule à être payée. Il se mit donc à chercher sa note dans le tas. Il cherchait depuis un temps infini, quand le patron de l'hôtel, le gros Hollandais, entra. Sa figure grasse grimaçait de colère, et il hurla d'une voix de stentor. « Je retiendrai le prix de ces manchettes sur vos gages !» La pile de manchettes montait toujours. C'était une montagne à présent, et Martin comprit qu'il lui faudrait travailler 1 millier d'années pour les payer. Eh bien, il ne lui restait donc qu'à tuer le patron et à brûler la blanchisserie. Mais le gros Hollandais, prévenant son intention, le saisit par la peau du cou et le fit voler à travers la pièce. Il le lança sur la table à repasser, contre le fourneau, le cylindre, le précipita dans la laverie à travers le séchoir et la lessiveuse. Martin fut secoué à en ébranler ses dents, à lui faire douloureusement tourner la tête, et il s'étonna de la vigueur de ce gros Hollandais. Et il se retrouva devant le cylindre, recevant cette fois les manchettes que le rédacteur d'une revue introduisait de l'autre côté. Chaque manchette était un chèque. Martin les inspectait tous anxieusement, mais ils étaient tous en blanc. Pendant 1 million d'années environ, il resta là, sans oser s'en aller de peur de manquer le seul chèque qui fut rempli. Enfin, il y en eut un. Avec des doigts tremblants, il le regarda au jour. Il était de $5. « Ah ah !» ricana l'éditeur de l'autre côté du cylindre. « Bien, dit Martin, je vais vous tuer. » Il alla chercher la hache dans la laverie et trouva Joe qui empesait des manuscrits. Il essaya de l'en empêcher, puis leva sur lui la hache. Mais l'arme resta suspendue en l'air,
et Martin se retrouva dans l'autre pièce, au milieu d'une tourmente de neige. Mais non, ce n'était pas de la neige, mais de formidables chèques, dont le moindre était de 100 $. Il se mit en devoir de les trier par paquets de 100 qu'il ficela solidement. Ensuite, en levant les yeux, il vit Joe, debout devant lui, qui jonglait avec des fers à repasser, des chemises et des manuscrits. Parfois, il prenait une liasse de chèques et l'ajoutait au tourbillon de linge et de papier qui traversait le toit et s'envolait vers le ciel. Martin leva sur lui la hache, mais Joe la saisit et l'ajouta au tourbillon. Puis il cueillit Martin et l'y ajouta également. Martin s'envola à travers le toit, s'agrippa à un monceau de manuscrits, retomba à terre avec, fut lancé à nouveau en l'air, retomba, et ainsi de suite, tandis qu'une voix enfantine chantait « Valse avec moi, Willy, encore, encore, encore !» Il finit par remettre la main sur la hache, au beau milieu du tourbillon neigeux de chèques, de linge et de manuscrits, et se prépara à tuer Joe aussitôt qu'il retomberait à terre. Mais cette consolation lui fut refusée, car il eut vers 2 heures du matin la visite de Maria. À travers la mince cloison, elle avait entendu ses gémissements. Elle le réchauffa avec des fers chauds et posa des linges mouillés sur son front brûlant. Chapitre 26. Le lendemain matin, Martin n'alla pas à la recherche d'un boulot. Vers la fin de l'après-midi, son délire s'arrêta et ses yeux là errèrent à travers la chambre. Marie, l'une des petites Sylva, âgée de 8 ans, qui le veillait, poussa un cri en le voyant reprendre conscience, et Maria, du fond de sa cuisine, accourut aussitôt. Elle posa sa main calleuse sur le front brûlant et lui tâta le pouls. « Vous voulez manger ?» lui demanda-t-elle. Il secoua la tête. Manger était bien le dernier de ses désirs, et il se demanda si de sa vie il avait jamais eu faim. « Je suis malade, Maria, » dit-il d'une voix faible. « Qu'est-ce que c'est? Savez-vous ?»« La grippe, » répondit-elle. « Dans 3 ou 4 jours, ça ira bien. Ne mangez pas, ça vaut mieux. Plus tard, demain, peut-être. » Martin n'était pas habitué à être malade. Il essaya de se lever et de s'habiller, dès que Maria et la petite furent sortis. Par un suprême effort de volonté, le cerveau battant la campagne, et les yeux si douloureux qu'il ne pouvait les tenir ouverts, il parvint à sortir du lit pour tomber sans connaissance sur la table. Une demi-heure plus tard, il put regagner son lit où, les yeux clos, il analysa son mal avec soin. Maria entra plusieurs fois changer les linges frais de son front. Le reste du temps, elle le laissait tranquille, trop avisé pour l'ennuyer par des bavardages. Il en fut touché et se murmura à lui-même. « Maria, vous aurez votre ferme. C'est sûr, c'est sûr. » Puis la journée de la veille lui revint, si lointaine. Il lui sembla qu'il s'était écoulé des siècles depuis que cette lettre du Transcontinental était arrivée, que toute une vie s'était écoulée puisque tout ça était fini, enterré, et qu'il allait tourner la page. Il avait brûlé sa dernière cartouche, et maintenant il était sur le flanc. S'il ne s'était pas laissé mourir de faim, la grippe n'aurait pas eu de prise sur lui. Il était anémié, et les microbes avaient trouvé en lui un terrain propice. À quoi sert à un homme d'écrire une bibliothèque entière et de gâcher sa vie, dit-il tout haut. Ça m'est refusé. Plus de littérature. À moi, le pupitre et le grand livre de caisse, l'honnête salaire et la petite maison avec route. Le surlendemain, après avoir mangé un œuf, 2 toasts et bu une tasse de thé, il demanda son courrier, mais ses yeux lui faisaient trop mal pour lui permettre de lire. « Laissez-moi cela, Maria, » dit-il. « Pas les grandes enveloppes longues. Jetez-les sous la table. Lisez-moi les lettres petites. »« Je ne sais pas lire, » répondit Maria. « Thérèse, qui va à l'école, elle sait, elle. » Thérèse Sylva, 9 ans, ouvrit donc les lettres et les lui lut. Il écouta vaguement une longue lettre de récrimination du marchand de machines à écrire, l'esprit occupé à chercher un moyen de trouver du travail.
à coup, une phrase entendue par hasard le fit tressaillir. « Nous vous offrons 40$ pour les droits d'auteur de votre nouvelle, épelait lentement Thérèse, à condition que vous nous autorisiez à y faire tout changement jugé utile. »« Quelle revue est-ce » cria Martin. « Tiens, donne-moi ça !» Il y voyait clair à présent, et ne sentait plus sa fatigue. C'était la White Mouse, qui lui offrait 40$ de sa nouvelle Le Tourbillon, un de ses contes dramatiques. Il relut la lettre plus de 10 fois. L'éditeur lui disait que son idée n'était pas bien rendue, mais qu'elle était assez originale. S'il pouvait rogner un tiers de l'histoire, il la prendrait et lui enverrait les 40$ au reçu de sa réponse. Martin demanda de l'encre et une plume et répondit que l'on pouvait en couper les 3/4 si on voulait, et qu'il attendait les 40$. Une fois Thérèse partie à la poste avec la lettre, Martin s'étendit de nouveau et réfléchit. Après tout, ce n'était pas une blague. The White Mouse payait d'avance. Le tourbillon avait 3000 mots. En coupant le tiers, ça ferait 1000. Donc 2 cents le mot. Les journaux avaient dit vrai. Et lui qui croyait The White Mouse une revue de 3e ordre, il n'y connaissait rien, c'était évident. En tout cas, il y avait une chose certaine. Aussitôt guéri, il ne chercherait pas de travail. Dans sa tête, il y avait bien d'autres histoires aussi bonnes que Le Tourbillon. À 40$ pièce, il gagnerait bien plus que dans n'importe quelle situation. Au moment précis où il croyait la bataille perdue, elle était gagnée. Il avait obtenu la preuve qu'il voulait. Sa voie était tracée. The White Mouse commençant, les autres magazines suivraient inévitablement. La matérielle pouvait être éliminée. Ça avait été du temps perdu, puisqu'il n'en avait pas touché un cent. Il allait se consacrer à la littérature, la vraie, et pourrait y déverser ce qu'il avait de meilleur en lui. Il souhaita ardemment pouvoir faire partager sa joie à Ruth. Et voilà qu'en parcourant les lettres éparses sur le lit, il en trouva une d'elles. Gentiment, elle le grondait, en lui demandant pourquoi il n'avait pas donné de ses nouvelles depuis si longtemps. Il relut avec transport la lettre adorée, le moindre trait de plume de son écriture, et finit par embrasser la signature. Dans sa réponse, il lui dit délibérément qu'il n'avait pas pu aller la voir parce que ses habits étaient au clou, qu'il avait été malade, mais qu'il était presque rétabli, et que dans 10 ou 15 jours, le temps pour une lettre d'aller à New York et d'en revenir, il aurait dégagé ses habits et irait la voir. Mais Ruth ne se souciait pas d'attendre 10 ou 15 jours. D'ailleurs, son amoureux était malade. Le lendemain, accompagnée d'Arthur, elle vint dans la voiture des Morse, à la grande joie de la tribu des Silva et de toute la marmaille du voisinage, mais au grand désespoir de Maria. Elle gifla les Silva, qui se pressaient autour des visiteurs, sous le petit porche d'entrée, et fit son possible pour excuser sa tenue, en un anglais encore plus atroce que d'habitude. Ses manches roulées sur des bras blancs de savon, une vieille toile à laver autour de la taille, disaient assez le genre de besogne qu'on avait interrompu. Complètement affolée par la visite de ces jeunes gens si chics, elle oublia totalement de les inviter à s'asseoir dans le petit salon. Pour entrer chez Martin, ils passèrent par la cuisine pleine de buée chaude. Dans sa surexcitation, Maria coinça la porte d'entrée contre celle du cabinet, restée ouverte, et, pendant 5 minutes, par la porte entrebâillée, des nuages de vapeur sentant le savon et la saleté envahirent la chambre. Ruth, en traçant son chemin à travers les obstacles, parvint au chevet de Martin sans encombre, mais Arthur vira trop court et alla cogner, avec grand fracas, contre les casseroles et les ustensiles culinaires. Il ne s'éternisa pas d'ailleurs. Jugeant qu'il avait rempli son devoir, et Ruth occupant l'unique siège, il sortit et attendit près de la grille, entouré des 7 petits Silva, béants d'admiration. Il le mangeait des yeux, comme un phénomène de foire. Tout autour de la voiture, les enfants du voisinage étaient massés, dans l'attente impatiente du tragique et terrible dénouement inévitable, car dans cette rue,
Les voitures ne s'aventuraient que pour les mariages ou les enterrements. Or, comme ce n'était pas le cas, quelque chose d'autre, d'inouï, allait évidemment se passer. Martin avait failli devenir fou en voyant Ruth. C'était une nature essentiellement aimante, avide de sympathie, ou plutôt d'intelligente compréhension. Et il ignorait encore que la sympathie de Ruth tenait plutôt à la gentillesse de sa nature qu'à la compréhension de l'objet de sa sympathie. Tandis que Martin lui disait sa joie de la voir, elle lui serrait tendrement la main, sans répondre, les yeux humides à la vue de sa faiblesse et des ravages dont la souffrance avait marqué son visage. Mais, quand il lui raconta son succès inespéré, les 2 acceptations, son désespoir en lisant celle du Transcontinental, son enthousiasme en recevant celle de la White Mouse, elle cessa de le suivre. Les mots, elle les entendait, en comprenait le sens littéral, mais son désespoir et sa joie, elle ne les partageait pas. Que lui importaient ces histoires de revue? Le mariage seul l'intéressait. Elle ne s'en doutait pas cependant, elle aurait rougi de honte si quelqu'un lui avait dit crûment que ce qu'elle désirait en Martin, c'était lui-même et pas autre chose. Indignée, elle aurait clamé que son seul but était l'intérêt de Martin et, par-dessus tout, son succès, tandis que son fiancé épanchait son cœur, disait son bonheur d'être enfin sur la voie du triomphe, elle ne l'écoutait que distraitement et regardait la chambre à la dérobée, choquée de ce qu'elle voyait. Pour la première fois, Ruth voyait de près l'image brutale de la pauvreté. Jusqu'alors, les amoureux mourant de faim lui avaient semblé romanesques, mais elle ne se doutait pas de quelle manière vivaient les amoureux qui meurent de faim. Et c'était ça. Son regard allait sans cesse de la chambre à Martin, de Martin à la chambre. La fade odeur de linge sale qui venait de la cuisine lui donnait des nausées. Martin devait en être imprégné, se dit-elle. Pour peu que cette horrible femme lave souvent. Et, en regardant Martin, il lui semblait que le milieu qui l'environnait l'avait sali. Elle ne l'avait jamais vu que rasé de frais, et sa barbe de 3 jours lui répugna. S'accadrait avec son décor sordide et sinistre, accentuait encore cette animalité puissante qu'elle abhorrait. Et voilà que ces 2 malencontreuses acceptations le confirmaient dans sa folie. Quelques jours de plus, et il aurait cédé, il aurait accepté un travail sérieux. À présent, il allait continuer à vivre dans cette horrible maison où il écrirait et mourrait de faim pendant quelques mois encore. « Qu'est-ce que c'est que cette odeur ?» demanda-t-elle subitement. « Un des parfums de lessive de Maria, je suppose, » répondit-il. « Non, non, pas ça, quelque chose d'autre, une odeur écœurante, fade. » Martin renifla l'air consciencieusement avant de répondre. « Je ne sens rien d'autre que la vieille fumée de tabac. »« C'est ça, c'est horrible. Pourquoi fumez-vous tant, Martin ?»« Je ne sais pas. Je fume davantage quand je suis seul. Et puis, c'est une si ancienne habitude. Je fumais tout gosse. »« Ce n'est pas une bonne habitude, » reprocha-t-elle. « Ça sent affreusement mauvais. »« C'est la faute du tabac. Je ne peux m'en offrir que du meilleur marché. Mais attendez seulement que j'ai touché mes $40. Je fumerai du tabac qui ne gênera même pas les anges du paradis. Mais, n'est-ce pas, ce n'est pas mal, 2 acceptations en 3 jours. Ces $40 payeront toutes mes dettes. »« $40 pour 2 mois de travail ?» interrogea Ruth. « Non, pour moins d'1 semaine de travail. Voulez-vous me passer ce livre de contes relié en gris qui est au bout de la table, je vous prie ?» Il l'ouvrit, en feuilleta rapidement les pages. « Oui, j'ai raison. 4 jours pour l'appel des cloches et 2 jours pour le tourbillon. Ça fait $45 par semaine, $190 par mois. Aucune situation ne me donnerait ça. Et d'ailleurs, ce n'est qu'un début. $1000 par mois n'est pas trop pour vous acheter tout ce que je veux que vous ayez. Il me faut au moins ça. Attendez que je mette la machine en train. Et puis, vous la regarderez galoper. » Ruth ne comprit pas sa plaisanterie et revint aux cigarettes. «
Vous fumez beaucoup trop, et la qualité du tabac ne fera aucune différence. C'est de fumer qui en soi n'est pas bon. Vous n'êtes qu'une cheminée, un volcan ambulant, un poêle à roulettes, une vraie désolation. Martin, chéri, vous en doutez-vous? Elle se pencha vers lui, suppliante, et, à la vue de son visage délicat et de ses grands yeux timides, il fut frappé de sa propre indignité. « Je voudrais tant que vous ne fumiez plus, » murmura-t-elle. « Je vous en prie, faites-le, pour l'amour de moi. »« Bon, c'est entendu, » s'écria-t-il. « Je ferai tout ce que vous demanderez. Tout, vous le savez bien. » Une grande tentation l'assaillit. Elle fut tentée de lui demander de renoncer à écrire. Pendant le court silence qui suivit, les mots irréparables tremblèrent sur ses lèvres. Mais le courage lui manqua, et, penchée vers lui, elle murmura simplement. « Vous savez, ce n'est réellement pas pour moi, Martin. C'est dans votre intérêt. Je suis sûre que la fumée vous fait du mal. Et d'ailleurs, il ne faut être l'esclave de rien. D'une drogue encore moins. Je ne veux être que votre esclave. Toujours, dit-il en souriant. Dans ce cas, je vais dicter mes ordres. Elle lui lança un regard malicieux. Pourtant, dans son fort intérieur, elle regrettait déjà de ne pas lui avoir demandé davantage. Votre Majesté sera obéie. Eh bien, voilà mon premier ordre. Il faut vous raser tous les jours. Regardez comme vous m'avez égratigné la joue. Et cela se termina par des caresses et des baisers. Elle avait gagné un point. Ça suffisait pour le moment. Son orgueil féminin était flatté d'avoir obtenu qu'il renonce à fumer. Une autre fois, elle le persuaderait d'accepter une situation. N'avait-il pas juré de faire tout ce qu'elle voudrait? Elle quitta son chevet pour explorer la chambre, examina les rangées de notes suspendues aux ficelles, se fit expliquer le système d'accrochage de la bicyclette et s'attrista du monceau de manuscrits sous la table qui représentait, selon elle, une si énorme perte de temps. Le fourneau à pétrole fit son admiration, mais en explorant la planche à provisions, elle la trouva vide. « Mais vous n'avez rien à manger, pauvre chérie !» s'écria-t-elle avec une tendre pitié. « Vous devez mourir de faim !»« Je range mes provisions dans le garde-manger de Maria, » dit-il en mentant. « Elle se conserve mieux. Pas de danger que je meure de faim. Regardez ça !» Elle était revenue auprès de lui et le vit contracter son biceps, faire saillir ses muscles énormes, durs comme du fer. Cette vue la dégoûta sentimentalement. Elle avait horreur de ça. Mais son instinct, ses nerfs, sa féminité tout entière l'aimaient, en avait irrésistiblement besoin, et, comme toujours, elle se pencha vers lui. Comme il la serrait dans ses bras, le cerveau de Ruth était en révolte, et son cœur, ses sens, exultaient, triomphaient. Dans des instants pareils, elle sentait profondément son amour pour Martin, car elle éprouvait un ravissement extraordinaire à sentir ses bras puissants la serrer éperdument. À ces moments-là, elle se sentait justifiée de trahir ainsi ses préjugés, son idéal, de désobéir tacitement à ses parents qui désapprouvaient ce mariage et que cet amour choquait. D'ailleurs, loin de sa présence, redevenue froide et maîtresse d'elle-même, elle en était choquée aussi. Quand ils étaient ensemble, elle l'aimait, d'un amour parfois agacé, il est vrai, mais plus fort que sa volonté. « Cette grippe est peu de chose, dit-il. C'est ennuyeux, on a très mal à la tête. Mais ce n'est rien en comparaison de la fièvre ostéocopique. »« Vous l'avez eue aussi ?» dit-elle, distraitement plongée dans la justification précieuse de l'agrément qu'elle trouvait à être dans ses bras. Il continua sans qu'elle fît grande attention à ses paroles, quand tout à coup un mot la fit sursauter. Il l'avait attrapée dans une colonie secrète de 30 lépreux vivant sur une des îles Hawaï. « Mais pourquoi y êtes-vous allé ?» demanda Ruth. Une pareille imprudence lui semblait criminelle. « Parce que je n'en savais rien, » répondit Martin. « J'étais loin de penser aux lépreux.
Après avoir déserté ce schooner, j'ai abordé au rivage et me suis dirigé vers l'intérieur à la recherche d'un endroit sûr. Pendant 3 jours, je me suis nourri de goyaves, de poires d'Oya et de bananes qui poussaient en abondance dans la jungle. Le 4e jour, j'ai trouvé une simple piste de piétons qui menait vers l'intérieur, et je l'ai suivie. Elle portait des traces récentes. À certains endroits, elle n'avait pas plus de 3 pieds de large, le long d'une crête aussi étroite qu'une lame de rasoir, bordée de chaque côté par un précipice dont on ne voyait pas le fond. Bon endroit pour une embuscade. Avec des munitions, un homme seul aurait pu y tenir en échec 10 000. Il n'y avait pas d'autre chemin, d'ailleurs. Après 3 heures de marche, j'ai trouvé la cachette. Un petit vallon au creux des montagnes, un terrier au milieu des pics de lave, entièrement construit en terrasses étagées. Des arbres fruitiers y poussaient, et il y avait 8 ou 10 huttes en herbe. Mais dès que j'ai vu les habitants, j'ai su ce qu'il en était. Un seul coup d'œil suffisait. « Qu'avez-vous fait ?» questionna Ruth haletante. Il n'y avait rien à faire. Leur chef était un bon vieillard, en bien mauvais état déjà, mais d'une autorité indiscutée. Il avait découvert ce vallon et fondé cette colonie, absolument hors la loi. Mais il avait des fusils, beaucoup de munitions, et ses Kanaks, entraînés à chasser les fauves et le sanglier, étaient des tireurs extraordinaires. Non, Martin Eden n'avait aucune chance de pouvoir s'enfuir. Et il y est resté 3 mois. Mais comment avez-vous pu vous échapper ? Je serais encore là-bas, sans une jeune fille à moitié chinoise, avec un quart de sang européen, un quart de sang hawaïen. Une beauté, la pauvre créature, et bien élevée. Sa mère, à Honolulu, valait bien 1 million. Eh bien, cette fille m'a permis de m'enfuir à la fin. C'était sa mère qui finançait la colonie, vous comprenez, et la fille ne craignait donc pas de se faire punir en me faisant fuir. Mais d'abord, elle m'a fait jurer de ne jamais révéler leur cachette, et j'ai tenu parole. Elle n'avait que les premiers symptômes de la lèpre. Les doigts de sa main droite étaient légèrement tordus et il y avait une petite tache à son bras. C'est tout. Je suppose qu'elle doit être morte à présent. Mais vous n'aviez pas peur ? Vous n'avez pas été heureux de vous en aller sans avoir attrapé cette épouvantable maladie ? Mon Dieu, avoua-t-il, au début, je n'étais pas précisément à mon aise. Mais je m'y suis habitué. Et puis, je plaignais tant la pauvre fille. Ça me faisait oublier ma peur. Elle était aussi belle d'âme que de corps. La maladie l'avait à peine touchée, et pourtant elle était vouée à cette vie primitive et à une mort plus affreuse encore, à une lente décomposition. La lèpre est plus terrible que vous ne pouvez vous l'imaginer. « Pauvre créature !» murmura Ruth. « Comment a-t-elle pu vous laisser partir ?»« Que voulez-vous dire ?»« Parce qu'elle devait vous aimer ?» dit Ruth d'une voix douce. « Voyons sincèrement, elle vous aimait ?» Le hâle de Martin s'était effacé à la suite de son existence sédentaire et les privations. La maladie avait pâli son visage, qu'une rougeur sombre envahit lentement. Il ouvrit la bouche pour parler, mais Ruth lui coupa la parole en riant. « Ça ne fait rien, ne répondez pas, c'est tout à fait inutile. » Mais il lui sembla qu'il y avait quelque chose de métallique dans son rire, et que dans ses yeux brillait une lueur froide. Sur le moment, ça fit l'effet d'une tempête d'hiver, comme il en avait vu dans le nord du Pacifique. Il revit subitement cette nuit-là, le ciel clair, la tempête et les vagues immenses sous la lumière glaciale de la pleine lune. Puis il revit la jeune lépreuse et se souvint que c'était par amour pour lui qu'elle l'avait laissé partir. « Son âme était belle, » dit-il simplement. « Elle m'a permis de vivre. » Il n'en dit pas davantage sur ce sujet, mais il vit soudain Ruth se détourner vers la fenêtre et l'entendit étouffer un sanglot. Puis elle se tourna vers lui, calmée, sans aucune trace de tempête dans les yeux. « Je suis si bête, » dit-elle plaintivement, « et je ne peux pas m'en empêcher. Je vous aime tant, Martin, tant, tant. Avec le temps, je deviendrai raisonnable, mais pour le moment, je ne peux pas ne pas être jalouse de tous ces fantômes de votre passé, car votre passé est plein de fantômes.
et comme il allait protester, elle l'arrêta. « C'est fatal, ça ne pouvait être autrement. Mais je vois ce pauvre Arthur qui me fait signe. Il est fatigué d'attendre. Allons, au revoir, chérie. Il y a une espèce de potion que vendent les pharmaciens pour aider à s'arrêter de fumer, dit-elle à la porte. Je vais vous en envoyer. La porte se ferma, puis se rouvrit. Je vous aime tant, tant, chuchota-t-elle encore. Puis la porte se ferma définitivement. Maria, qui, malgré son affolement, n'avait pas été sans remarquer la couleur de la toilette de Ruth et sa coupe, une coupe nouvelle, produisant un effet ravissant, l'accompagna à la voiture. Les mioches attroupées restèrent plantées là, désappointées. Puis elle disparut. Alors, ils contemplèrent Maria, devenue subitement un personnage important. Mais un des enfants ayant révélé que les visiteurs étaient pour leur locataire, Maria retomba dans son obscurité, et ce fut Martin qui bénéficia de la respectueuse considération du voisinage, ainsi que de celle de Maria. Quant à l'épicier portugais, s'il avait assisté à cet événement inouï, le crédit de Martin en aurait été augmenté de $3,85, au moins.